un exemple numérique pour fixer les idées. Si ou avec un bêta 0 égale à 49 ou 50, hein, c'est pour avoir le 50, 1 plus bêta 0 est égal à 50, et une fréquence de coupure en émetteur commun de l'ordre de 1,5 MHz, eh ben, en base commune, donc ça c'est en émetteur commun, je vais mettre ici EC, entre parenthèses, en base commune, la fréquence de coupure F alpha, bon, ça fait 50 fois 1,5, ça fait 75 MHz. Donc ça c'est en base commune. Donc vous vous rendez compte de cet avantage du montage base commune. Autrement dit, on passe d'une fréquence de coupure de 1,5 à une fréquence de coupure de 75 mégas. Donc c'est très intéressant, c'est pour cela que le montage base commune est utilisé en haute fréquence. Alors, revenons à cette caractéristique du transistor que le fabricant donne, c'est ce qu'on appelle la fréquence de transition. Donc la fréquence de transition, il est défini. Donc la fréquence de transition Ft est définie comme étant la fréquence pour laquelle le gain en courant est égal à 1. Au-delà de cette fréquence, pour F supérieur à Ft, eh ben, on n'a plus un amplificateur, le montage devient un atténuateur. C'est-à-dire il va diminuer l'amplitude d'entrée. C'est-à-dire si vous envoyez 1 volt à l'entrée, en sortie vous allez avoir 0,5 volts. Ce n'est plus un amplificateur. Donc si on regarde nos formules précédentes, eh bien, en émetteur commun, cette fréquence le gain est égal à 1. Si on regarde l'émetteur commun, c'est la formule de l'émetteur commun, bêta J oméga. Donc nous avons ce terme est égal à 1 pour la fréquence F est égal à oméga, F égale oméga égale oméga B facteur de 1 plus bêta. Si vous regardez pour quelle valeur de oméga B, le module de B de oméga est égal à 1, vous trouvez que oméga B est égal à 1 plus est égal à bêta, bêta 0 fois oméga B, qui est la même chose que pour la base commune. C'est-à-dire pour avoir un 1 ici, ben, il faut que F doit être égal à F alpha. Donc cette fréquence de transition, Ft, donc quel que soit le montage, en émetteur commun ou en base commune, la fréquence de transition est égale à
bêta 0 FB est égal à alpha 0 F alpha. Donc ça, c'est une relation fondamentale qui est là. Et qui définit la fréquence de transition. Cette FT exprime aussi le produit de mieux en mieux. Et ici, on va tracer les deux diagrammes. D'un côté, on va mettre le B J oméga au module. Et d'un autre côté, on va tracer le gain AI. Pour l'émetteur commun, donc ici, nous avons notre B0 jusqu'à la fréquence oméga B. À ce moment-là, on a une atténuation de 3 dB. Et là, nous avons une pente de moins 20 dB par décade. Alors, on a tracé ici l'horizontale 1 pour justement avoir la fréquence de coupure. Et l'intersection de Bj oméga avec l'horizontale 1 nous donnera le fameux ou la fameuse valeur de Ft. Ici, dans cette courbe, on trace les deux pour les deux montages, le gain en courant. Donc d'une part, on a le gain en courant de l'émetteur commun et le gain en courant de la base commune. Évidemment, ici, nous allons démarrer pour l'émetteur commun à partir de B0. En fonction des fréquences. Là, ce sont des fréquences qui ont été relevées, je crois, pour le 2N2222. Donc ici, on part avec 10 puissance 5 Hz. C'est pris directement dans le datasheet de fabricant, cette figure. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Ah. C'est ça qui est en train de... C'est ça qui écrit mal. La pile est en train de... Alors, nous observons ici, vous avez une distance de 3 dB. De la même façon. Nous avons 3 décibels à ce niveau-là. Ce qui va permettre de définir nos fréquences de coupure. Vous avez une première fréquence de coupure ici.
c'est à peu près ce que nous avons vu, le 1,5 MHz pour la base commune, pour l'émetteur commun, pardon. Et pour la base commune, c'est le fameux 75 MHz. Et là, ça vous donne une comparaison entre les deux montages. Donc, je rappelle donc que Ft est égal à bêta 0 FB. Et qui est égal à GM RB'E divisé par 2pi RB'E CT. Comme CT est égal à CB'E plus CB'C et CB'C j'écris doucement parce que si je vais vite avec la pile qui est très inférieure à CB'E, la fréquence de transition serait donc égale à un GM sur, là on aurait pu simplifier tout de suite ici, sur 2pi fois CB'E. Donc, le paramètre qui contrôle la fréquence de transition, c'est bien la capacité CB'E. Bien voilà, ceci termine l'étude sur le transistor, ou plutôt le composant transistor en HF. Donc on avait vu qu'en basse fréquence, on utilisait le montage hybride, ou le schéma hybride, simplifié par exemple, avec H11 et bêta 0 IB, et que pour le montage en haute fréquence, eh bien, on utilise tout à fait autre chose, c'est plutôt le schéma de Giacoletto. Maintenant, le composant étant caractérisé, on va passer à l'étude, par exemple, du montage émetteur commun en haute fréquence. Mais avant de faire l'étude du montage émetteur commun en haute fréquence, donc, on va introduire, parce que, au fait, les analyses des montages en haute fréquence sont très compliquées à cause des gros calculs. Donc, c'est des calculs, c'est des formules qui deviennent énormes lorsqu'on veut faire de l'analyse, on veut faire des calculs en HF. Donc, c'est pour cela, bon, on va essayer d'utiliser un certain nombre de théorèmes, un certain nombre d'astuces pour effectivement pouvoir simplifier un peu les calculs. Même avec ça, ça reste toujours très très lourd. C'est ça ce qui complique les analyses en haute fréquence. D'une part, bon, avec l'ordinateur maintenant, les choses vont beaucoup mieux, mais n'empêche, malgré tout, ça reste quand même assez délicat. Alors, c'est pour cela qu'on va utiliser un théorème dit théorème de Miller, qui va permettre effectivement de simplifier les calculs
et de mettre en évidence ce qu'on appelle l'effet Miller. On verra qu'est-ce que c'est que cet effet Miller un peu plus tard. On considère un quadripôle amplificateur de gain A ou de gain AV connu. Donc AV est connu. Et en général, on utilise le gain au milieu de bande. C'est donc le gain du montage pour lequel ni les capacités de transition ou de diffusion, c'est-à-dire les capacités en HF, ni les capacités de liaison et de découplage en BF n'interviennent. C'est le gain, comme on dit, au milieu de bande ou le gain en basse fréquence, pas en très basse fréquence. Et celui-là, on le calcule, si on ne le connaît pas, on le calcule pour les besoins du calcul en HF ou pour les besoins du théorème de Miller. Donc, on suppose, pour pouvoir utiliser le théorème de Miller, que le gain AV est connu, et si on ne le connaît pas, on le calcule, mais en faisant abstraction de toutes les capacités. Donc nous avons notre amplificateur avec une autre condition pour pouvoir utiliser le théorème de Miller. Donc qu'il y a un point commun entre l'entrée et la sortie, ce qui est le cas de tous les amplificateurs. Tous les amplificateurs sont soit basse commune, soit émetteur commun, soit collecteur commun. Donc ils ont tous un point commun entre l'entrée et la sortie. Donc le théorème de Miller s'applique très très bien dans ce cas-là. Donc avec une entrée VE et une sortie VS. Alors, il se trouve que ce théorème de Miller va permettre de simplifier le fait qu'il y ait une résistance ou une impédance de réaction Z qui, elle, vient compliquer tous les calculs. Donc, cette impédance Z qui relie la sortie à l'entrée, donc on va parler d'un nœud A ici et d'un nœud B à ce niveau-là. Donc, le courant I circule et circule de A vers B. Ça, c'est très important. Alors, le théorème Miller, il lui dit que ce montage est identique au montage que je vais dessiner maintenant. Nous avons la tension VE, le point A, une impédance Z1, souvent on l'appelle ZE, et en sortie nous avons la tension VS et l'impédance Z2. Donc l'ampli n'a pas changé, c'est le même de gain AV. Ces deux montages sont équivalents. Celui-là, il est beaucoup plus facile. Disons, on peut faire facilement les calculs ici que par rapport à ce montage. Donc, le but, ou le théorème de Miller, il permet d'exprimer Z1 en fonction de Z et Z2 en fonction de Z. C'est ce que nous allons démontrer maintenant. Pour cela,
on va écrire que le courant I, pour ce montage ici, est égal à VS plutôt VE moins VS sur Z. Remarque, le courant qui traverse cette impédance part de A. Donc le courant part de A. Donc c'est la condition aussi pour que le théorème du Miller marche. Et arrive en B. Et c'est toujours le même courant. C'est ça les notations qu'il faut utiliser pour démontrer le théorème de Miller. J'ai oublié de le mettre, donc une fois qu'on a fait ça, après on va s'amuser à dire que le courant I est égal à VE moins VS sur Z est égal donc à VE facteur de 1 moins AV sur Z. Et ici, permet d'écrire que la tension, ou plutôt le courant I ici, est égal à VE sur Z1. Dans ce schéma, le courant I, c'est ça. Et dans ce schéma, le courant, ici, c'est VE sur Z1. Et je fais une identification et qui me dit que Z1 est égal à Z sur 1 moins AV. Pour la partie d'entrée. Pour la partie de sortie, le courant de sortie, donc à ce moment-là, je garde toujours cette formule. Et au lieu de mettre VE, puisque je cherche VS sur I, donc je vais mettre VS en facteur de VE sur VS, c'est 1 sur AV moins 1 sur Z. Ceci est égal à, alors, VS sur AV Z et 1 moins AV. Donc ceci, c'est toujours, c'est toujours ce schéma. Pour ce schéma ici, nous avons égal à moins VS sur Z2. Et du coup, Z2 serait donc égal à AV Z sur AV moins 1. Voilà mes deux formules. Ce que je cherchais.
Donc il faut faire quand même attention. Donc il faut connaître le gars AV pour pouvoir connaître les valeurs de Z2 et de Z1 et bien sûr la valeur de Z. Alors que se passe-t-il au niveau de capacité? Pardon, pas le C, le Z. Est une capacité. C'est-à-dire Z égale 1 sur J sur oméga. À ce moment-là, Z1 est égal à Z sur 1 moins AV. Est égal à Z sur 1 moins AV, c'est-à-dire 1 sur J 1 moins AV, c'est oméga. Et ceci voudrait me dire que la capacité équivalente à l'entrée, que j'appelle CE, est égale à 1 moins AVC. Donc l'impédance est divisée, donc ici Z est divisé par 1 moins AV, alors que la capacité se retrouve multipliée, tout simplement parce que c'est l'inverse. De la même façon, pour Z2, alors Z2 c'était AV sur AV moins 1. Z2, c'est donc AV sur J AV moins 1, c'est oméga. Comme Z2 est une impédance de sortie, on peut dire que la capacité en sortie équivalente, c'est C facteur de AV moins 1 sur AV. Souvent, AV est très supérieur à 1. Alors, la capacité de sortie est égale à la capacité qui relie l'entrée à la sortie.